Bon, j'espère que le micro fera l'affaire parce que j'ai oublié mon grand micro chez moi. Enfin, je l'ai pas pris parce que je suis en week-end et que par conséquent, je vais dormir chez ma sœur. Donc, je voulais pas me trimballer dans Paris mon micro. Bref, tout ça pour vous dire que hier, je suis allée à Gibert. Du coup, j'ai quelques petites réceptions et je pense pas que je vais faire un book haul pour 4 livres. Donc, je vais le mettre un petit peu dans ce vlog. Je vais aussi vous parler de mes lectures en cours. Je vais peut-être commencer par ça parce que j'ai juste une lecture sur laquelle j'ai avancé, c'est Witch and God, donc que j'ai bien commencé, on pourra le dire. J'ai lu une grosse partie du livre et j'ai du mal à m'arrêter. J'ai très envie de le lire. Et franchement, ces dernières semaines, ça m'était pas arrivé. J'étais plus en mode, je me lassais en fait des histoires. Fortement dommage. Et là, je me lance dessus et j'adore. Et je vous dis, ça se lit comme... ça se lit vraiment tranquillement, sous un plaid. Ça se lit facilement et en même temps, il y a des choses, il y a des enjeux, il y a une histoire. Il y a une vraie construction autour de l'histoire d'amour. Et ça, c'est pas dans toutes les romances. Et j'ai l'impression, je veux pas être négative, mais j'ai l'impression que des fois, on perd un petit peu ça dans certaines romances que je peux lire. Et j'aime bien ce qui se passe, mais je suis pas forcément à fond dedans. Alors que là, dans celui-là, je suis un peu plus à fond dedans. Ici, du coup, on va être avec Pasiphae, qui est une de nos sorcières. Je sais plus exactement quel lien elle a avec Ella. Ella, c'est la première sorcière de la saga, donc celle du tome 1. D'ailleurs, ma saga, elle est là. Je les ai tous là. C'est la première sorcière et ensuite, les 2 autres tomes sont sur ses sœurs. Et là, il me semble que Pasiphae, c'est la meilleure amie de Méroé, qui est la dernière des sœurs. Et Pasiphae a vraiment peur, mais très très peur de Phobos, qui est le dieu de la terreur, frère de Deimos, qui est notre dieu du tome 1, qui est le dieu de la peur. Pour vous situer un petit peu, je crois qu'il y a un petit à chaque fois pour vous rappeler. C'est la lignée des Olympiens. Et on va avoir du coup les enfants. Donc parmi les enfants, on a Deimos, donc qui est marié à Ella. On a Anteros, on a Eros qui est marié à Psyché, mais ça on le sait. On a Phobos, on a Harmonie. Et voilà. Cette histoire, elle est un peu spéciale parce que on va avoir Méroé, qui est notre dernière. Donc peut-être je vais juste un tout petit peu spoiler le dernier tome, mais c'est vraiment pas une info intéressante, à mon sens. Sachant que le dernier tome, en plus, c'était vraiment pas mon préféré. Mais bon, Méroé décide de monter une agence avec Eros, une agence de rencontre pour les dieux et des sorcières. Et par conséquent, elle veut que sa meilleure amie, qui est libre, postule. Ce que Pasiphae finit par faire, et ils mettent en point quelque chose de très innovant dans cette agence, c'est d'utiliser une boussole de l'amour qui permet de te montrer quelle est ta personne un peu désignée, une personne avec qui tu es fortement en match. Ils ont essayé de faire un truc un petit peu moderne là-dessus. Ce que Pasiphae va faire, et en fait, au lieu de tout simplement être désignée à Phobos, parce qu'on sait qu'elle va finir avec Phobos, hein, c'est écrit derrière, c'est le dieu auquel elle est destinée, et au lieu qu'on lui désigne juste Phobos, elle va retourner dans le temps. Et elle va retourner à un moment très spécial du temps, parce qu'elle va retourner à la guerre de Troie, et elle va être vraiment au milieu du conflit. Ça, après, je vous laisse lire, parce que c'est une grosse partie. Là, j'en suis au moment où elle en revient. Très intéressant de revoir un peu la guerre de Troie, de voir quels étaient les enjeux. On voit énormément de personnages de la mythologie. C'est un truc que j'aime vraiment bien, c'est que la mythologie, c'est pas juste une excuse pour faire un livre dans ce roman. C'est vraiment construit autour. Il y a plein de rappels. Il y a parfois des notes de bas de page pour te rappeler c'est quoi la mythologie. C'est peut-être de la mythologie un petit peu de base, j'ai envie de dire, parce que la plupart des références, je les aime, mais pas tous. En plus, la guerre de Troie, c'est quelque chose que j'avais pas forcément en tête, donc j'étais contente de retourner dedans, de voir quels étaient les enjeux, etc. Donc il y a plein de choses qui sont un petit peu expliquées. Je connaissais pas du tout du coup Phobos, le dieu de la terreur, et même Deimos avant de dire Witch and God, donc le dieu de la peur. Et je trouve ça très très intéressant d'avoir tous ces points de vue, d'avoir tous ces rappels en fait de la mythologie. Il y a aussi la partie plus sur les sorcières, qui est une partie de la mythologie qui me passionne moins, mais c'est vrai que dans les Witch and God, c'est très présent. On va parler de la première Circé, de la première Médée. Très très intéressant. Et petite histoire d'amour que je me demandais comment ça allait faire au début, parce que du coup, Pasiphae, elle a très très peur de Phobos. Donc il faut que ça matche d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, elle veut pas rester 5 secondes avec lui, parce qu'elle a, voilà, elle a de la peur.
Par contre, il y a une forte représentation et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Pasiphae, elle a pas juste peur de Phobos, c'est que la peur, ça fait partie d'elle. Elle est quelqu'un de très très angoissé, elle a énormément de peur. Et il y a un moment dans le livre où elle doit faire face à ses peurs et je trouvais ce moment tellement intéressant. Donc il y a de la représentation pour ça et moi qui suis quelqu'un de très angoissé, qui a énormément de peur également, je sais pas, ça faisait trop du bien de voir un personnage qui est comme ça. Et de l'autre côté, on a Phobos qui veut pas du tout traîner avec Pasiphae parce qu'il aime pas en fait que les gens aient peur de lui. Que c'est assez inconfortable de se retrouver face à quelqu'un qui a peur de toi. Et donc du coup, je me demandais comment ça allait faire. Finalement, ça rend bien la manière dont c'est fait. J'arrive à un moment plutôt intéressant et voilà, il me reste pas beaucoup à lire. C'est des livres qui se lisent assez rapidement, qui se lisent bien et encore une fois, où si t'es dedans et que t'aimes l'ambiance et que t'aimes la mythologie, franchement, ça se lit très très vite, très très bien et je suis heureuse d'avoir continué en fait, de pas m'être dit bon bah c'est bon, j'ai compris le principe des 3 premiers romans, pourquoi je vais me plonger dans lui en fait. Donc je suis contente d'avoir continué. On va passer maintenant au petit livre que je me suis procuré à Gibert. J'en ai 4. En fait, alors je sais pas si c'est en ce moment ou si c'est tout le temps, mais à Gibert, il y a des étendards, comment on appelle ça? Des supports de livres, voilà, où il y a plein de livres d'occasion avant que tu rentres, parce que Gibert fait les deux. Il fait livre d'occasion, donc librairie d'occasion, et de l'autre côté, il fait aussi la partie plus librairie neuf. Et dans la partie librairie neuf, tu as aussi des livres d'occasion qui sont un peu dissimulés dans les livres neufs. Et ça permet en fait, quand tu vas acheter un livre neuf, s'il y en a un à côté d'occasion, bah tu te poses la question parce que c'est moins cher, s'il est en bon état, etc. Et bien sûr, les prix sont adaptés en fonction de l'état des livres. Et là, en fait, dans les étendards, il y avait plein de livres et il y avait une offre, c'est que si tu en achetais 3, le dernier était offert et c'est le moins cher qui est offert et c'est des livres qui sont entre 1 et 3 euros. Et du coup, je me suis procuré des livres. Au début, je me suis dit, ça va pas être des livres très intéressants. Si j'en trouve un, ce sera déjà pas mal. Et en fait, j'en ai trouvé 4. Donc, je suis contente. Déjà, j'ai trouvé 2 livres que j'aimerais me procurer à chaque fois, les sagas. Mais j'ai pas envie de débourser énormément d'argent pour ça parce que je les ai déjà lus. Que ça me dérange pas s'ils sont abîmés. C'est le cas un petit peu, hein. C'est pas des livres neufs. Il y en a un qui est particulièrement en bon état. Mais les autres, voilà, il y a des défauts, bien sûr. Donc je voulais les sagas respectives et du coup j'ai trouvé des tomes qui sont pas les premiers tomes mais ça me permettra de commencer la saga. Donc la première c'est La Reine sans royaume, c'est en plus une édition un petit peu collector donc il était à 2 euros. Finalement c'est un de ceux enfin j'ai pris que des livres à 2 euros sauf un à 3 euros donc finalement lui m'a été offert. La Reine sans royaume c'est le 2e tome du Prince Cruel qui est une saga de fantasy young adulte que j'ai particulièrement aimé. Le tome 1 m'a laissé cette sensation un petit peu désagréable de c'est du young adulte et j'ai rien contre le young adulte, hein. C'est juste que parfois il y a certains trucs qui me plaisent pas trop dans le sens la partie plus découverte du notre personnage principal où il faut beaucoup de temps pour grandir en fait un petit peu dans sa tête et là c'était le cas dans ce livre. Je trouve que cette partie n'était pas forcément bien faite. L'écriture, j'ai eu du mal au début et en fait, la fin du tome 1 est tellement waouh que ça fait un petit peu oublier. Et ensuite, le tome 2, le tome 3, j'avais particulièrement aimé et j'aimerais bien, pourquoi pas, me relire cette saga à un moment. Donc, j'essaie de me la procurer. J'ai vu que ça, c'était, voilà, en version... Alors oui, il est pas neuf, oui, il est un petit peu abîmé, mais en plus, il y a écrit un bonus exclusif. Je ne savais pas. Mais voilà, donc ça, c'est le tome 2 et je suis contente de l'avoir avec moi. Le tome 1, pour vous expliquer, on a 2 jumelles et leurs grandes sœurs qui se font enlever dans le pays des Fae. Je crois qu'on tue leurs parents et on les kidnappe parce que la grande sœur est en fait la fille du Fae qui les kidnappe. Mais du coup, le Fae se dit, bon, je vais quand même prendre les 2 petites jumelles. Et les 2 petites jumelles, ce sont pas des Fae, ce sont des humaines. Sauf que dans le monde des Fae, c'est très très cruel. C'est un monde, pour le coup, ça c'est vraiment bien fait pour un young adulte. L'autrice va assez loin, c'est très cruel. Les Fae, le seul truc, c'est qu'ils disent la vérité, mais sinon, c'est vraiment... Et ils sont extrêmement beaux, mais sinon, c'est vraiment des créatures assez horribles. Et elles vont à l'équivalent de l'école des Fae, elles se font un petit peu harceler, et ça, c'est vraiment un petit peu trigger warning, parce que c'est du harcèlement vraiment fort. Et parmi ces harceleurs, il y a le prince Cardan, qui est l'un des princes, héritier de la couronne, et June, qui est une des jumelles qu'on suit. Elle va décider au bout d'un moment qu'elle en a marre et en fait elle va petit à petit
on va dire, se préparer à vraiment vivre dans ce monde-là, parce que au début, elles se disent toutes les deux qu'elles vont retourner dans le monde des humains. Je crois que c'est un peu plus compliqué que prévu. Et elle se prépare, elle apprend à se battre, elle apprend à être à la hauteur de cette cruauté. Et elle y arrive plutôt bien, voilà, sans vous spoiler. Et du coup, tome 2 aussi pas mal. J'ai aussi pris le tome 3 de ACOTAR. J'ai aucun tome de ACOTAR. Il y en a 5 en tout. Je sais que la série se veut être continuée. Il me semble que Sarah J. Maas travaille là-dessus, je suppose. J'ai lu aucune autre saga d'elle. Moi, j'ai lu que ACOTAR. Le tome 1, j'avais eu énormément de mal. Il y a un vlog quelque part sur ma chaîne qui en parle, si vous voulez. Je sais plus exactement ce que je disais, mais je voyais pas le principe. Et puis, j'ai eu ce truc-là de me dire, faut que je continue, faut que je vois la suite, parce que tout le monde dit que c'est extraordinaire. Moi, j'ai envie de comprendre. J'ai lu le tome 2, je suis tombée amoureuse. Globalement, du tome 2, ça restera mon préféré de toute la saga. Et puis, j'ai continué, et en fait, c'est un peu comme une parabole. C'est-à-dire que le tome 2 est génial, puis ensuite, tu descends un peu avec les autres tomes. C'est une saga un peu doudou, réconfortante, qui est très cruelle, parfois. J'aime bien et j'aimerais bien les avoir pareil pour me faire une relecture intégrale de la saga, mais je veux me les procurer un peu comme ça en librairie d'occasion. Quand j'aurai toute la saga, je me ferai une relecture et je verrai si j'aime ou pas. Deux autres livres que je connaissais moins, en fait je suis allée à JPR avec ma meilleure amie qui m'a conseillé un livre qui est Miss Dublin de Julie Murphy, publié chez les éditions Michel Lafon. Résumé qui me donnait très envie, mais j'avais un petit peu peur que ce soit un peu évident, mais je vais vous en parler. Donc du coup là, on se retrouve sur une jeune femme qui est plutôt ronde, qui a pas mal de complexes, qui se dit qu'il y a plein de choses qu'elle peut pas faire par conséquent, et il va se trouver qu'il y a un garçon qui va l'embrasser un jour, et elle va se demander du coup s'il peut vraiment l'aimer, etc., avec tous les préjugés qu'on peut avoir. Le fait que par son apparence, elle n'ait pas confiance en elle, etc., c'est quelque chose que la société peut beaucoup renvoyer, malheureusement. Et elle va se dire, bon bah, il faut que j'ai une certaine estime de moi, et du coup, elle va faire un concours de beauté, si j'ai bien compris. Et essayer en fait d'entraîner des personnes ou des jeunes femmes qui rentrent pas forcément dans les codes de la société, mais qui peuvent également être Miss. Alors du coup, je crois que c'est Miss Dublin, je suppose, ce concours de beauté, qui peuvent également remporter un concours de beauté. Très intéressant, ça peut donner quelque chose de vraiment bien. Je vous en donnerai des nouvelles. J'ai juste peur qu'on soit sur des messages assez évidents. Il y a beaucoup de livres qui ressemblent à ça, notamment que ce soit la thématique ici du fait qu'elle soit plutôt ronde, que ce soit d'autres thématiques sur la différence. C'est des choses qui sont très très intéressantes et très importantes à mettre dans les livres, mais qui souvent on retrouve le même schéma, et ça il me semble que d'autres livres, des films on en parle, et c'est un peu la même histoire. Donc on va voir ce que ça donne, mais il rentre dans ma palle. Le dernier, c'est moi qui l'ai remarqué, c'est Aquamarine de Carole Anchaud. C'est un roman qui a été traduit de l'anglais et qui est aux éditions Anne Carrière, que je ne connais pas. Je connais absolument pas ces éditions, mais je ne sais pas pourquoi, il me donnait énormément envie. J'ai lu un petit peu certaines phrases et tout, et j'ai l'impression que l'écriture va me convenir aussi. Je cherche un peu ces livres qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont assez contemporains, mais aussi très originaux. Là, Aquamarine, c'est l'histoire d'une jeune femme en 1968 au Mexique qui est aux Jeux Olympiques et qui va perdre de justesse le 100 mètres de nage libre face à une Australienne. Et c'est vraiment quelque chose qui va hanter sa vie. Et on va la retrouver plus tard, à 40 ans, qui je sais pas exactement comment l'autrice va le rendre, mais qui va avoir 3 vies, 3 existences possibles parallèles. Et je suppose qu'on va vivre ces 3 vies à elle, ces choix qu'elle peut faire dans la vie, soit de être en couple, de se marier, de rester célibataire, de demeurer dans sa ville natale ou de s'en éloigner. Mais ces 3 vies vont être rythmées par cet événement-là, en fait, qui l'a marqué à vie, d'avoir perdu ce 100 mètres à la nage libre. Livre qui, à mon avis, peut être incroyable, comme livre qui peut être un petit flop s'il se passe pas grand chose dans ces 3 vies. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais ça me donne vraiment très envie, et je trouve, je sais pas, cette page de couverture, c'est le type de couverture que j'aime bien aussi, avec les personnages et je sais pas, assez simple, mais je trouve que ça donne envie de le lire. À toutes. Oh, je
je vous éteins un petit peu haut, honnêtement. Je vous redescends. Journée de travail sur les réseaux, là j'ai la tête en coton, je vous raconte même pas. Bref, je vous reprends un petit peu parce que je voulais vous parler de Witch and God que j'ai terminé dimanche. Je vous avoue que ça fait 2 jours que je ne lis pas. Complexité, beaucoup de choses qui m'arrivent dans ma vie personnelle et faire les trucs sur les réseaux ça marche plutôt bien, mais lire j'y arrive pas. Je pense que c'est vraiment mon côté émotionnel qui prend le pas. Bref, mais j'ai terminé Witch and God et j'ai vraiment beaucoup aimé. Légèrement déçue de la fin, mais on reste dans cette ambiance mythologique que j'ai adorée. Je trouve que Phobos et Pasiphae font une très belle histoire d'amour qui est très bien mise en avant. Il y a aussi une maturité, on va dire, de ces 2 personnages qui se voilent pas trop la face non plus sur certains bords et ça fait du bien en romance. Petite fin tranquille, sympathique, un peu déçue parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vous spoil, mais quelque chose qui est propre vraiment à ma manière de voir les choses et je suis restée un peu sur ma faim avec cette fin. Notamment parce que je pense qu'elle est faite de sorte à ce que tu aies envie de te jeter sur la suite, ce qui est le cas, j'ai totalement envie de me jeter sur la suite. Mais j'ai cette petite réserve dans ma tête qui me dit j'aurais aimé que ce soit fait différemment, surtout que la suite, la réponse à mes questions, je ne l'aurais pas directement. Et ça, je le sais. Donc, envie de me jeter sur la suite, mais en même temps, voilà, beaucoup de réserves. Je vous conseille quand même cette saga, surtout si vous aimez la romance. Si vous cherchez de la romance cosy, bienveillante, sympathique, Witch and God est une histoire pour vous. Et puis si vous aimez la romance, surtout avec d'autres choses autour. C'est une forme de romantasy ou de romance paranormale, peu importe dans quoi on met ce livre, dans quelle étiquette on va attribuer à ce livre, mais c'est une très belle histoire. Et on passe souvent un très bon moment aux côtés de ces personnages. J'aimerais bien voir ce que Liv Stone a fait d'autre. Je crois qu'elle a fait une histoire sur un cuisinier et un prince, mais qui me donnait pas trop envie. Et j'aimerais bien voir, je crois que Liv Stone, c'est un nom de plume, elle en a un deuxième aussi de nom de plume pour d'autres histoires publiées autre part, donc j'aimerais bien un petit peu étudier tout ça et pourquoi pas vous en parler. J'ai aussi récupéré de chez ma sœur ce livre de Délicieux enfants de Fleur Vesco. Fleur Vesco, c'est celle qui a écrit D'or et d'oreiller. Livre que si vous n'avez pas encore découvert, il faut découvrir. On est ici dans des contes, réécriture de contes très modernes qui permettent de casser un petit peu les codes tout en reprenant un petit peu la structure et la manière dont on raconte les contes. J'avais adoré, ça me rappelait un petit peu cette ambiance historique des chroniques de Bridgerton, un petit peu les contes comme La princesse au petit pois, je crois que c'est un peu une réécriture de celle-là, et puis la dimension aussi mystérieuse de cette maison qui a une identité en elle-même, mais je vous laisse voir ça. Ici, de Délicieux enfants, il paraît que c'est beaucoup plus sombre. On va suivre une famille qui a 7 enfants. Et il faut nourrir ces 7 enfants, évidemment, c'est assez compliqué, dont un qui s'appelle Tipou. Et Tipou, c'est le plus fin de la famille, c'est celui qui prend le moins et qui rêve d'aventure. Et il va se lancer un petit peu dans cette aventure dans une forêt, visiblement. On nous dit « La forêt noire et profonde cache d'inquiétants mystères qui sèment ses feuilles et baies sanglantes. Pour le découvrir, il vous suffit, à vos risques et périls, de suivre les traces. » Bon, de toute façon, je suis toujours assez étonnée des livres de Fleur Vesco. Ma soeur avait moins aimé celui-là. Il y en a un autre aussi, je crois que je l'ai pas ici. Je l'ai chez mes parents, qui est aussi de Fleur Vesco, que j'ai pas encore découvert. Mais lui, j'aimerais bien le lire et découvrir ça. C'est publié chez Museum Plus. Je sais pas si vous connaissez, c'est la collection adolescent de l'école des loisirs que j'aime particulièrement. Enfin, dans ma famille, on aime particulièrement. Moi, j'aime bien certains de leurs livres et Fleur Vesco en fait partie, donc je vous conseille vraiment de découvrir si vous ne l'avez pas découvert. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai pas vraiment avancé, comme je vous ai dit, sur mes autres lectures et je vous reprends très rapidement. Il y a énormément de luminosité aujourd'hui, ce qui est pas mal pour la caméra. Par contre, moi, mes yeux ont du mal à s'adapter, donc si je plisse les yeux, eh bien, j'en suis désolée. J'ai essayé de faire un maximum. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 livres que vous avez pu voir dans mon dernier vlog que je vous avais un petit peu introduit. Et ça va me permettre de remettre aussi les choses au clair parce que tout simplement, je les ai avancés tous les deux et j'ai une plus grande compréhension de l'intrigue des 2 livres. Donc le premier, c'est Plein Ciel, dont je vais vous parler, et le deuxième, c'est du coup Zola. On va commencer du coup avec Plein Ciel parce qu'en fait, j'ai repris, je sais pas si vous voyez, il y a des petites annotations. En fait, j'ai repris chaque chapitre, enfin chaque interchapitre où on va nous parler de l'organisation de l'opéra.
parce que je comprenais pas tout et à chaque fois que je reprenais le livre j'étais un petit peu perdue, donc j'avais envie de vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'opéra. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être introduit dès le début avant de commencer le livre, parce qu'on est un petit peu perdu et on apprend ça vraiment au fur et à mesure. Donc comme ça vous aurez les bases. Si ça vous intéresse pas, bah je vous conseille d'accélérer la vidéo, de changer, etc. Mais moi je trouve que c'est quand même important d'expliquer ça. Ça ne spoil en rien l'histoire, mais ça permet de mettre les choses en avant. Puis ensuite je vais vous parler de ma progression. Donc plein ciel pour l'histoire de base, pour être rapide parce que du coup je l'ai déjà expliqué, mais on a Ivoire qui est une aristocrate mais qui se fait passer pour un jouet parce qu'elle aime pas sa famille, qu'elle est rejetée notamment parce qu'elle est albinos. Et dans ce monde-là, du coup, elle est très mal vue. Ses parents, et plus exactement sa sœur, ont essayé de la changer, sauf que ça a induit une torture énormément elle, donc elle garde des sévices. Et finalement, en fait, elle se cache plus et elle a appris à être un jouet, donc à animer des objets. Et elle anime les rubans, donc c'est vraiment son truc. Donc pour ce qui est des catégories, on est dans un monde où on a l'opéra qui va régir un petit peu toute la vie politique de Plein Ciel, enfin Plein Ciel et l'opéra, et là où tout se passe, et autour, les villes autour dépendent en fait de Plein Ciel, et à chaque fois que la cérémonie, l'opéra en entier se passe mal, eh bien il y a une répercussion sur tout le monde qu'on suit. Donc ça c'est assez stylé, personnellement je trouve. Dans cet opéra du coup on va avoir les plus haut gradés qui sont les masques, donc ça c'est vraiment l'aristocratie. Et c'est eux qui sont, du coup j'avais gardé la page pour vous expliquer un petit peu. Donc en gros, on va avoir les masques qui vont être du coup le directeur, les solstices, les étoiles. Ça va être aussi en fait ceux qui interviennent principalement sur scène. Donc il y a aussi les figurants et le chœur et le ballet. Donc vraiment tout cela c'est ceux qui interviennent sur scène. Donc ils sont un peu les comédiens, chanteurs, etc. Donc ça c'est l'aristocratie. Ensuite on a les jouets. Donc c'est ceux qui, comme je vous l'ai dit, ont ce pouvoir-là d'animer les choses. Et eux, ils vont s'occuper des décors, des coulisses. Et donc on a le chef d'orchestre, les maîtres et maîtresses jouets, les coryphées et les petites mains. Alors, entre les coryphées et les petites mains, j'ai pas encore saisi la différence, mais je suis sûre qu'elle est expliquée, c'est juste que j'ai dû oublier. On a ensuite les communs, donc c'est le domaine des inanimés, et eux ils vont s'occuper par exemple des cuisines et du fait que tout le monde mange. Les inanimés c'est vraiment la troisième case, c'est ceux qui n'ont pas de don, qui n'ont pas le pouvoir d'animer les corps, d'animer les objets. Donc les masques en fait ils sont aristocrates parce qu'ils ont ce don un petit peu incroyable de pouvoir animer les organes, les parties du corps et ce genre de choses. Et truc assez horrible, enfin moi j'ai trouvé quand j'ai lu, mais quand on lit la description du coup des inanimés, il y a un moment où ils nous disent pour simplifier, les inanimés ils ont le droit à 3 prénoms, enfin on pourra les désigner de 3 prénoms, il y en a 3 féminins, 3 masculins, donc ils peuvent s'appeler Maximilien, Maxence ou Maxime, ou alors Joséphine, Johanna ou Joël. Et donc les prénoms c'est Max et Jo. Et c'est vrai qu'il y a plein de moments où j'étais là, mais attends, les prénoms ils se ressemblent, est-ce que c'est les mêmes, etc. Donc c'est assez dur aussi de suivre par la complexité, on va dire, de ce qui est mis en avant. Et enfin, on a les oiseliers. En gros, les oiseliers, c'est la garde royale. C'est ceux qui s'occupent du fait que tout se passe bien et qui sont un peu les gardants de la bienséance, de la vie, on veut dire, à l'opéra. Et ils sont recrutés par les hautes familles donc, de l'opéra. Ils ont une influence de vie ou de mort sur tous les habitants de la nébuleuse. Donc ils peuvent décider si lui il va être exécuté parce qu'il a fait quelque chose de mal, parce qu'ils sont sous la juridiction des grandes familles aristocrates, et donc c'est bien vu en fait d'avoir un oiselier dans ta famille. Et ces oiseliers sont choisis parmi les inanimés, donc les moins, enfin ceux qui n'ont pas de pouvoir. Donc ça aussi c'est intéressant. Bref, donc il y a plein de détails comme ça pour vous expliquer un petit peu là où j'en suis. On a du coup Ivoire qui vit un peu sa vie à l'opéra, elle s'y sent plutôt bien honnêtement. Moi je pensais qu'il y aurait plus de difficultés. J'ai vraiment un truc là de rapprocher ce livre de La Passe Miroir et de le comparer à lui, ce qui ne lui rend pas hommage à plusieurs moments, parce que bon, La Passe Miroir, dépasser ça ou faire exactement pareil ce serait compliqué. Mais il y a des choses, je trouve que le vrai plus de Plein Ciel c'est vraiment toute la description en fait de notre monde. Le monde il est complexe mais tu sens quand même qu'il est assez maîtrisé. On va dire l'inconvénient c'est qu'on a plus de mal à rentrer dedans. Moi personnellement j'ai l'impression qu'on m'explique pas assez de trucs et peut-être que je suis pas assez habituée à la fantasy, mais il y a plein de moments où je suis un petit peu perdue, et c'est vrai que quand les explications viennent 3 chapitres après, ça devient un peu compliqué. Il y a plein de personnages, t'as l'impression que l'autrice passe assez vite dessus
et tu dois vite retenir les prénoms, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont à l'opéra. Et au moment où tu t'habitues vraiment à l'opéra, et bien là je viens de partir de l'opéra, ok? Alors que pour moi ça allait quand même durer, si on partait à un moment, ça allait quand même durer à la fin. Peut-être qu'on va y revenir, c'est pas exclu, mais de ce que j'ai compris, Ivoire est parti. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà. Donc pour le moment, on en est qu'à là. J'ai lu 240 pages et je crois qu'il y en a bien 600. Bon, compliqué. Donc il faut s'accrocher, il faut aimer les personnages. Je pense honnêtement que c'est pas un livre pour enfants. Trop complexe. Il y a des sujets qui sont abordés qui sont pas jeunesse, honnêtement, mais qui seraient pas non plus affolants dans un livre de jeunesse. Mais honnêtement, je pense que c'est pas jeunesse, contrairement à ce que je pensais. Parce que la couverture, parce que ce monde un petit peu de ruban, d'opéra me faisait penser à la jeunesse, mais ça n'en est pas. Honnêtement, il se passe quand même énormément de trucs en pas beaucoup de temps et finalement toi tu t'as pas le temps de t'y habituer encore une fois parce que là elle repart et en plus t'apprends plein de choses sur le monde dans lequel on est que toi tu connais pas et qu'Ivoire connaît un petit peu, donc faut s'accrocher. Je pense que c'est le vrai mot qui serait utilisé, faut s'accrocher. Il y a des belles relations amicales et pas amicales pour le coup dans ce livre. Il y a un personnage en particulier, que j'aime beaucoup qui s'appelle le Chandelier. Qui a peut-être rien d'exceptionnel si vous lisez le livre comme ça, mais je trouve qu'il referme plein d'informations et de choses intéressantes. Et lui, ce qui dompte, c'est les mots, les prénoms, etc. Et je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais à chaque fois, Ivoire est là, mais arrête de dompter mon prénom, c'est le seul truc que j'ai à moi. Et je sais pas, je trouve ça fait stylé, même si je comprends pas tout et je capte pas tout de cette histoire, franchement. Je passe quand même un très bon moment et j'ai envie de me replonger dedans et d'avancer et de comprendre où l'autrice veut nous emmener et quelle va être un petit peu la conclusion de cette histoire pour le moment. Zola, j'ai avancé, bon j'ai lu que 70 pages, après il fait 350 pages, certainement que c'est pas le plus long de Zola. Le ventre de Paris, pour vous raconter l'histoire, on est avec Florent qui est condamné au bagne de Cayenne et qui s'enfuit et qui arrive aux Halles de Paris. Il y arrive en étant mort de faim. Il va voler, je crois, une carotte pour se nourrir, puis ensuite revoir des personnes de son entourage et de sa famille. Et là, j'en suis à là où on reprend du coup un petit peu l'histoire et on essaie de nous introduire les personnages. Florent a un frère qui s'appelle Quenu, quelque chose. Quenu qui a une charcuterie qu'il tient avec sa femme et donc on nous raconte un peu l'histoire de Florent. Du coup leur mère à tous les deux est morte d'une maladie, elle est un peu morte au dernier moment puisqu'elle n'a pas voulu affoler son premier fils, donc Florent qui faisait des études de droit. Son fils du coup décide de prendre le petit frère avec lui à Paris dans un appartement où ils ont chacun leur chambre mais qui est assez petit. Au début il arrive à tenir, à avoir un job à côté de ses études, après il n'y arrive plus et il décide de prendre un travail d'étudiant et ce travail là d'étudiant va être assez on sent qu'il a fait un petit peu tout pour son frère et son frère qui essaye beaucoup de métiers différents et qui a un peu cette chance en fait que son frère ait économisé pour lui parce que du coup il a pu tester un peu tous ses métiers et décider de celui qui sera le sien qui est donc celui de travailler dans une charcuterie. Et il va s'établir, ça va très bien marcher pour lui et je ne sais pas du côté de Florent puisque je m'en suis arrêtée à peu près à là sur l'histoire de son frère qui se marie à celle qui tenait un petit peu la boutique de la charcuterie. Le premier chapitre m'a fait peur parce que c'était énormément de descriptions des halles mais avec le bruit, avec les gens autour etc. Mais je comprenais pas vraiment la situation, je comprenais pas Florent qui restait là à observer tout alors que il faut qu'il ait un plan quoi pour se débrouiller. Et là, le deuxième chapitre, le fait de remettre les bases, de nous réexpliquer tout, j'ai retrouvé en fait ce que j'aime dans la plume de Zola et dans les histoires de Zola, c'est-à-dire on comprend. C'est vraiment un truc, surtout avec plein ciel et tout, j'aimerais avoir des lectures où je comprends ce qui se passe. Et là, enfin, je comprends et on va peut-être un petit peu comprendre ce qui est arrivé à Florent parce que pour le moment, pourquoi il a été condamné au bagne de Cayenne, c'est un petit peu compliqué de savoir comment il va s'en sortir, etc. C'est un peu ça qu'on a envie de savoir. Donc voilà, je pense que pour cette vidéo je vais m'arrêter ici. En ce moment je fais pas des vidéos où je prends tant de livres et je les finis à la fin. J'espère que ça vous convient aussi, je trouve que ça permet de s'arrêter tranquillement, de progresser avec moi dans mes lectures, d'arrêter aussi pour moi de me précipiter parce que je pense que c'est un truc vraiment qui a fait défaut à mes lectures de cet été et que j'ai été parfois peut-être très critique sur mes lectures parce que voilà j'avais ce truc de vouloir enchaîner. Je préfère vous en parler plus et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaira parce que c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire pour le moment donc voilà c'est comme ça que je vais continuer.
N'hésitez pas du coup à suivre un petit peu mes vlogs les uns après les autres, comme ça vous avez une base, mais j'essaierai à chaque vidéo de remettre les bases et remettre les choses au clair pour pouvoir vous en parler. Et j'aime bien aussi le fait d'avoir plein de lectures en parallèle, j'en ai énormément comme vous savez à chaque fois. Et il y en a d'autres qui sont venus s'ajouter, des services presse qui seront pour les prochains vlogs. Et le prochain vlog, je pense, risque d'être un peu spécial. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à être sur le qui-vive pour le prochain vlog qui, je pense, vous plaira. Enfin, j'espère. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!